Bonjour à tous, merci d'être parmi nous. Alors aujourd'hui, sur cette conférence, nous allons aborder comment le livre peut devenir un univers transmédia, comment il peut dépasser les frontières et les médiums pour devenir ce qu'on appelle une IP, une propriété intellectuelle. Donc on va voir un petit peu les méthodes et les stratégies des deux expertes parmi nous. Je me présente, je suis Marie Fabry. Je travaille dans la bande dessinée depuis plus de 20 ans. J'ai dirigé le marché des droits du Festival de la BD d'Angoulême et actuellement j'ai mon agence de relations publiques où je suis agent d'artiste et communicante. Et avec nous aujourd'hui, nous avons deux expertes de renom. Donc Anna Vidal, qui est co-directrice du département Fédération IP 360 chez Fédération Studio, ainsi que Caroline Duvauchel, directrice générale audiovisuelle et innovation chez Média Participation. Mesdames, je vous demanderai de présenter brièvement, parce que nous n'avons que 30 minutes, vos entreprises respectives. Bien sûr. Bienvenue et merci de m'avoir ici. Je travaille chez Fédération Studio, qui est donc un studio européen de production et de distribution audiovisuelle et cinéma. On est présent sur la fiction, le documentaire, l'animation et le cinéma. Et on a aujourd'hui une cinquantaine de producteurs en Europe, dont une trentaine en France. Et je co-dirige Fédération IP 360 avec mon collègue Stanislas Fréchet. C'est un département qui est un peu spécifique ou spécial à Fédération, je dirais, qui a deux missions principales. La première, c'est de vendre les droits de remake de nos propres IP, donc de nos propres propriétés intellectuelles. On a aujourd'hui un catalogue d'une centaine d'œuvres qui sont prêtes pour des adaptations étrangères, de la même manière qu'on a fait le remake américain du Bureau des légendes. Notre deuxième mission, donc l'autre côté du 360, c'est de repérer et d'acquérir des IP au sens très large pour le compte de tous nos producteurs. Donc on parle de séries et films étrangers, de podcasts, de pièces de théâtre, mais aussi bien évidemment de livres, pour les nourrir au niveau créatif. Donc on a un peu dans un seul département de la vente et de l'acquisition, ce qui nous permet d'avoir une bonne vision macro des tendances de marché, aussi bien sur ce qui se vend et ce qui est demandé par les diffuseurs à l'international, parce que c'est souvent un petit peu pareil partout, et en même temps sur les tendances business, des droits, des négociations, de l'économie globale des IP. Merci Caroline. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je travaille chez Média Participation, qui est un groupe européen de loisirs culturels et qui est implanté dans plusieurs secteurs, la bande dessinée, la littérature, la presse, les jeux vidéo, l'audiovisuel, notamment l'animation, et puis aussi les parcs de loisirs et les nouveaux médias digitaux, comme le webtoon par exemple. Et donc la particularité qu'on a chez Média Participation par rapport aux IP, c'est qu'on les fait voyager d'un média à un autre. C'est le cas de tous nos grands personnages, comme par exemple le Marsupilami, qui est passé de la bande dessinée à l'audiovisuel, aux jeux vidéo, qui est l'un des héros de nos parcs de loisirs. Donc on cultive des stratégies autour de ces grands héros. Merci mesdames. Je propose qu'on commence par définir un petit peu les termes pour que tout le monde ait bien tout en tête. Qu'est-ce qu'une IP ? Tout simplement. Oui, c'est un peu un anglicisme pour dire propriété intellectuelle, qui regroupe un terme assez vaste et qu'on entend de plus en plus. On a toujours entendu parler, mais on entend de plus en plus, et qui désigne une œuvre de création qui marquante ou pas, qui a un pouvoir en soi d'évocation aussi et des pouvoirs aussi économiques d'une certaine manière chez le public. Et peut-être la raison du pourquoi on parle de plus en plus des IP, c'est parce qu'aujourd'hui on est dans un marché économique qui est un peu plus contracté, on va dire. L'économie est un peu plus resserrée, les budgets sont plus... on fait plus attention au budget. Et les diffuseurs, on va dire, ou les acheteurs aussi d'IP font beaucoup plus attention aux paris qu'ils vont faire. Et une IP, c'est en général quand même une propriété intellectuelle qui a rencontré un succès, qui est reconnue et qui, donc, du coup, est un peu source de bonne augure pour un succès futur où qu'elle soit transposée.
Exactement, et puis pour compléter du point de vue de l'éditeur ou du producteur, l'autre élément important dans l'IP, c'est la notion de protection des droits. C'est un univers dont on contrôle et dont on maîtrise les droits et qu'on est donc à même d'aller développer au-delà de son territoire d'origine. Et ça fait vraiment partie des grandes vertus du système français et européen. Quand on est producteur, on est à même de conserver ses droits et de faire grandir ainsi dans le temps un univers qu'on a bâti. Ce n'est pas forcément le cas partout dans le monde, et notamment quand on travaille avec les grands studios d'Hollywood ou avec les plateformes, on peut se faire un peu déposséder de ses droits et devenir en quelque sorte plutôt fournisseur ou sous-traitant d'un commanditaire extérieur, alors que toute la vertu d'avoir ce type de propriété, c'est d'être capable, en bonne intelligence avec les créateurs, bien sûr, de les faire fructifier et de bâtir des compléments d'exploitation et de revenus au-delà de la production initiale. Oui, du coup, tu parles de bâtir une IP. Dans ces cas-là, l'une comme l'autre, comment vous identifiez ce qui pourra devenir une IP ou ce qui est par ailleurs une bonne IP? Sur quoi vous vous basez pour évaluer le potentiel? Vraiment, est-ce que vous partez d'un univers riche? Est-ce que vous vous dites, là, il y a une tendance, il y a des valeurs qui sont très actuelles? Voilà, est-ce que vous avez non pas une grille, mais des éléments qui vous permettent d'identifier ce qui peut être ou non une bonne IP? Oui, alors effectivement, il faut narrativement un univers assez vaste, assez riche, pour être le socle de quantité d'histoires qui soit à même de durer, de toucher des publics variés sur tous les médias. Ce qui va être important pour nous, là, si je prends ma casquette producteur de dessins animés, c'est aussi le potentiel international d'un univers. Parce que dans le monde dans lequel on est, viser un succès à l'échelle locale, c'est évidemment déjà très bien, mais de plus en plus, la compétition est mondiale. Et donc, on va chercher des héros, des histoires, des personnages auxquels on croit et dans lesquels on va investir pour qu'ils touchent aussi des marchés au-delà de la France et de l'Europe. Tout pareil. Non, il y a des IP qui s'imposent un peu à nous parce qu'elles font partie de notre imaginaire collectif et de notre patrimoine culturel. Il y en a certaines qui sont aussi connues en France qu'à l'international parce qu'on a la chance en France d'avoir des très très belles IP. Les Misérables est presque aussi connue outre-Atlantique, c'est devenu une marque en soi. Donc il y a des IP qui sont comme ça un peu des mastodontes et sur lesquels il y a souvent à réinventer, à réadapter et à moderniser. Nous, chez Fédération, on l'avait fait par exemple avec le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, qui avait fait l'objet à la fois d'une adaptation au cinéma en animation, mais aussi d'une adaptation en série plus familiale en 2021. Et après, c'est là où le terme d'IP est assez vaste, c'est-à-dire que ça peut aussi recouvrir un nombre assez vaste d'œuvres littéraires qui a un certain succès ou écrit par un auteur qui se vend très bien. Et à la fin, c'est aussi et beaucoup des rencontres créatives entre un producteur et un projet ou une IP, un auteur et une IP. C'est beaucoup de subjectivité là-dedans. Oui, de fait, pour aller dans ce cas-là, soit identifier une IP, soit pour la développer, est-ce que vous avez forcément un réseau identifié, mais est-ce que vous travaillez avec des scouts? Donc les scouts sont les gens qui vont aller partout dans le monde et repérer des choses diverses et variées qu'on ne voit pas toujours. Est-ce que vous allez sur des événements précis, Cannes, le Festival de la BD d'Angoulême ou autre? Est-ce que vous avez des rendez-vous annuels ou des gens qui travaillent pour vous à l'extérieur et qui vous ramènent tout de même des idées de développement ou d'acquisition? Alors, nous, les IP sont beaucoup en interne. Pour autant, on est aussi capable d'aller sourcer des projets à l'extérieur. Et un autre point clé, ce sont les talents avec lesquels on va développer ces IP. Et notamment quand on parle de propriétés qui sont issues du patrimoine et qui sont là depuis longtemps, il y a un travail souvent de réactualisation, d'enrichissement pour maintenir ces grands univers au goût du jour. Et là, le facteur clé, c'est d'avoir les bons talents, les bonnes personnes pour venir collaborer avec nous. Et c'est là des rencontres, des salons, des recherches, des mises en compétition, parfois en concurrence pour viser le meilleur à chaque fois autour des univers qu'on développe. Oui, c'est une matière qui est artistique, littéraire, mais qui est très, 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 très dense et un peu sans fin. Donc, c'est sûr qu'il faut être très, très méthodique et très processé là-dedans. Donc, nous, on travaille avec
une scout littéraire, on a des méthodologies, des Excel, de l'IA, des choses qui sont pas très littéraires derrière tout ça. Et on travaille aussi beaucoup avec tous les responsables audiovisuels, des éditeurs qui connaissent à la fois très bien leur catalogue, les œuvres qu'ils ont là, mais qu'ils ont aussi publiées il y a 30, 50, 60 ans. Et qui connaissent aussi très bien l'ADN créatif de chacun de nos producteurs. Donc, ils sont capables de faire des propositions, d'être aussi force de suggestion. Donc, c'est très, très précieux. Et après, là-dessus, effectivement, comme le disait Caroline, c'est une question de rencontre avec un talent. Parfois, c'est un auteur, un scénariste, un réalisateur qui a un rêve d'enfant sur une certaine IP et qui rencontre un producteur qui est prêt à le porter et un diffuseur qui avait la même envie. Donc, ça coince bien, mais il y a aussi beaucoup de subjectivité, d'intuition et de moments de zeitgeist, un peu de sens de l'époque qui intervient là-dedans. Oui, vous parlez donc plus de talent créatif quand vous parlez en termes de métier, c'est plutôt sur les créas et ce qu'ils peuvent apporter. Je revenais, Caroline, tu disais que c'était aussi important de développer une IP au-delà des frontières franco-belges, parce que vous êtes quand même un groupe franco-belge, n'oublions pas nos amis de la Belgique. Et je me demandais, est-ce que vous avez déjà identifié des pays qui étaient de bons exportateurs pour les univers que vous défendez ou pas spécialement ? Exportateurs, donc, dans lesquels on va importateurs. Ouais. Là non plus, il n'y a pas vraiment de règles. On est effectivement un groupe franco-belge. On a aussi un ancrage européen et même aux États-Unis, figure-toi. Donc on a possibilité de s'appuyer sur nos différentes filiales pour sentir le potentiel des IP dans les différents territoires. Voilà, Yakari a connu un succès incroyable en Allemagne, par exemple. C'est peut-être aujourd'hui le principal pays en termes de popularité pour ce petit héros. Et tu arrives à savoir pourquoi Yakari en Allemagne vous vous souvenez de Yakari? C'était le petit Indien sur son cheval, s'il vous plaît. Et c'est toujours le petit Indien, parce que ça fait partie des IP justement sur lesquels on continue à investir, à développer de nouveaux projets. Actuellement, un deuxième long métrage. Et alors pourquoi ? J'aimerais bien l'avoir prédit à l'avance, mais je pense que, comme tu disais, il y a un côté un peu intuitif ou sensible et une adéquation entre un univers de marque très écologique, très respectueux de l'environnement et peut-être ce qu'attendait le public allemand à ce moment-là. Donc il n'y a pas vraiment de prédiction. Il n'y a pas de règle, évidemment. Non. Sinon, s'il y avait une recette connue, ce serait simple. On travaille principalement de notre côté avec des IP françaises qu'on essaye de faire voyager à l'international suivant leur renommée aussi à travers le monde. Donc, c'était le cas avec Le Tour du Monde en 80 jours, qui était une série tournée en langue anglaise et tournée un peu partout en Europe pendant le Covid, donc qui était encore un autre type de défi. Mais c'est le cas aussi avec Lucky Luke, qu'on produit France Télévisions et Disney. Excellent choix. N'est-ce pas ? Et qui dépasse les frontières simplement françaises, parce que l'IP, c'est ce que je disais, en France, on a des propriétés, un patrimoine culturel et littéraire extrêmement riche. Et après, c'est vrai qu'on voit aussi, on en parlait avec Caroline juste avant, qu'on commence aussi à essayer d'adapter des propriétés d'autres pays, notamment asiatiques, des webtoons, des mangas, parce qu'en France, il y a aussi un gros lectorat pour ce type de propriété, donc ça fait sens. Même si les schémas de production et de coproduction sont un peu différents à trouver. Oui, effectivement, on est quand même en France des gros lecteurs de manga historiquement. Deuxième pays de consommation de manga, il me semble. Donc, et alors, du coup, on parlait aussi des formats et de faire une série ou un film. Comment est-ce que vous arrivez à choisir ou à identifier les formats, les médias qui vont vous aider à porter un univers sur différents supports ? Alors, il va y avoir la cohérence entre l'univers d'origine et le développement audiovisuel ou cinématographique qu'on souhaite en faire, puisque pour faire une série, il faut effectivement une ampleur, une récurrence qui ne sont pas systématiques dans les IP dont on dispose. Après, pour la jeunesse, c'est vrai qu'on a tendance à privilégier la série pour cette notion
justement de récurrence, de durabilité. On sait que les enfants n'ont aucun problème à regarder, re-regarder. Et on voit aujourd'hui à quel point des séries, même produites dans les années 60, continuent à toucher leur public en animation. Donc c'est long. C'est difficile, il faut aligner un certain nombre de partenaires en France, à l'international, etc. Mais c'est un schéma qu'on aime beaucoup pour installer des univers jeunesse. Série ou film, c'est vrai que tout dépend de l'IP en soi et de sa force de projection, tout dépend des talents qu'il y a en face, tout dépend aussi de l'envie des diffuseurs de le développer d'un côté ou de l'autre. Et c'est vrai que parfois, on a fait des séries avec des BD qui ont des multiples et des dizaines d'albums. Et on a fait aussi des séries avec des livres beaucoup plus succincts, comme avec Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Donc un univers peut être très étiré, au contraire assez condensé, suivant l'angle qu'on adopte. Et c'est toute la beauté de l'adaptation. Parce que c'est peut-être aussi ça le point avec les IP, c'est que c'est une matière qui est extrêmement riche, mais après, il faut encore avoir une vision, un regard qui soit pertinent, qui soit justifié. Il existe plein de belles marques qui peut-être aussi ne font pas encore l'objet d'adaptation parce qu'elles n'ont pas encore trouvé la façon de le craquer ou le bon talent pour prendre le projet. Ça, c'est encore une autre... Oui, c'est un peu un bloc d'argile et puis libre à chacun de le rendre malléable et d'en faire une chose ou une autre. Parce que le Tour du Monde en 80 jours, il y avait eu 2 projets différents. Il y avait eu le dessin animé, il y avait une version feuilletonnante et une version plus short de mémoire, c'était ça hein. On a eu 2 versions en même temps, mais alors c'était pas du tout coordonné. On s'est pas dit on va prendre Jules Verne et on va l'essorer jusqu'à moi. Là, je pense que si c'est l'esprit du temps. Donc il y a eu le film cinéma jeunesse produit par Cottonwood Media, qui est une des sociétés de production du groupe, et en même temps la série live action avec un casting britannique et vraiment série d'aventures familiales, un peu dans l'esprit ces grandes programmations de Noël aussi qu'on peut avoir. Et je pense que peut-être que c'est juste qu'à l'époque, l'envie de voyager, et encore une fois, ça tombait bien puisqu'on était tous en confinement après, mais l'envie de voyager, d'avoir des récits très porteurs, d'aventures, sonnait bien, et que c'était peut-être le moment aussi pour cette IP d'être réadaptée, quoi. Oui, il y a toujours cette question d'air du temps, quoi qu'il en soit. Par ailleurs, vous allez volontairement ou involontairement, j'espère un peu volontairement, malgré tout construire des marques ou travailler autour de marques identifiées. Le mot n'est pas toujours bien perçu en France, mais reste le fait que Lucky Luke est une marque, que les Schtroumpfs sont une marque par ailleurs, y compris pour les licenciés. Et je me demandais, sur quoi vous vous appuyez au moment de développer une marque en termes de métier au sein de vos entreprises? Est-ce que ensuite vous avez d'autres équipes qui viennent en amont, je sais pas, des équipes marketing pour des études market en amont? Est-ce que les gens interviennent après? Comment vous construisez au-delà de vos propres métiers à chacune une marque et un rayonnement d'une identité de marque? Je n'aurais pas d'autres mots. Alors nous, on va beaucoup s'appuyer sur la complémentarité de nos métiers, puisque si on travaille sur Lucky Luke, on réunit autour de la table l'éditeur, le producteur d'animation, le fabricant de jeux vidéo, le licensing. Enfin, on a la chance d'avoir en interne beaucoup de champs de compétences, et on a là un service, une entité qui a pour vocation justement d'aider à animer des plans de marque, à synchroniser finalement les business de tout le monde, parce que parfois c'est une affaire de synchronisation. Il y a toujours l'envie d'unir nos forces, mais parfois voilà, les timings notamment ne sont pas les mêmes chez tout le monde. Et l'un de nos enjeux, pour rebondir sur la partie études, etc., c'est effectivement de développer un marketing qui aille au-delà de ce que peut faire chacun des business units, donc de développer plutôt un marketing narratif autour de l'IP, quel que soit le médium sur lequel elle va s'exprimer. Et c'est là qu'on peut consentir des investissements un peu particuliers pour venir compléter finalement ce qui peut être fait à l'échelle de l'une ou l'autre des filiales. Nous, il y a moins cette logique parce qu'on a le secteur de la production-distribution un peu uniquement. Donc, il n'y a pas de réflexion marketing en amont de la création d'un projet ou d'une option sur une IP littéraire. Pour le coup, on revient à quelque chose de très, très humain et de très aléatoire et
intuitif, comme on se le disait, d'un producteur, un talent, et le sentiment que voilà, une IP peut être réinventée aujourd'hui, même si le fait que l'IP en soi constitue une marque, et évidemment, d'un point de vue marketing et d'un point de vue de vente, après pour le producteur vers le diffuseur, est un argument hyper important. On se le disait en intro sur aujourd'hui, on a du mal à prendre des décisions, c'est plus compliqué économiquement, on n'a pas envie d'accumuler des échecs. Miser sur des marques préexistantes qui ont un public, qui ont eu un public, qui ont une assise chez des spectateurs qui est assez solide ou chez des lecteurs qui est assez solide, c'est une bonne façon aussi de limiter d'une certaine façon les risques ou de les rationaliser un petit peu dans un monde de décisions qui ne sont pas toutes rationnelles mais beaucoup plus sensibles dans la production et l'édition littéraire. Et surtout, ce qui est important, c'est que les IP ont cette force, en étant des marques, d'attirer des talents. On parlait des scénaristes, des réalisateurs et aussi du casting. Et il y a des rêves d'enfants chez certains, il y a des envies de projection, il y a des films, des livres ou des BD qu'ils ont adorés et qu'ils veulent adapter. C'est une très bonne façon d'avoir un package, un peu pour le dire de manière assez business, entre une IP d'un côté et un talent de l'autre, et donc quelque chose de beaucoup plus visible et ancré aussi pour les diffuseurs. C'est assez intéressant parce que c'est une autre méthode. Aux États-Unis, il y a souvent d'abord un tas d'études market, un tas d'études de chiffres avant de lancer quelconque projet. Toutes les deux, Anna comme Caroline, vous me parlez énormément de talent, de créativité, de quelque chose d'intuitif. Est-ce qu'on y voit là peut-être une spécificité un peu française ou européenne ? J'espère. Non, j'espère. Je pense qu'effectivement, on voit qu'Hollywood nous abreuve de franchises vues, revues et re-revues. Je pense qu'en France et en Europe, on n'en est pas encore là. Et qu'au contraire, il y a une place pour aller installer d'autres types d'histoires, d'autres types de héros, et que tout partira toujours de bonnes histoires et de talents. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Je suis tout à fait d'accord. Je ne sais pas si vous aviez vu la série The Studio avec de Seth Rogen, où il est un producteur de studio américain. Il se voit contraint de faire un film sur Kool-Aid, une IP qui n'est pas une IP, par son service marketing. En France, c'est vrai que nous, et dans les studios indépendants comme les nôtres, on n'est pas contraint par ça, et on est au contraire très drivé par les talents, les envies et les sensibilités, les intuitions de chacun. Et c'est pour reboucler même avec ce que disait Caroline au tout début de l'intervention, aussi de détenir des droits, de les faire vivre avec beaucoup d'intelligence et de pertinence. On a cette chance-là. Et alors, j'aime toujours finir un peu les conférences sur cette question. On dit souvent de donner un conseil. J'aime bien les contre-conseils. Une chose à ne pas faire pour quelqu'un qui veut travailler ou s'intéresser aux univers littéraires à 360. Est-ce que vous avez un « surtout ne fais pas ça » ? Alors, je ne sais pas si c'est une bonne conclusion. Après il y aurait une vraie conclusion, mais bon, je voudrais vraiment un don. En fait, je pense qu'on ne peut pas tout prévoir et qu'il faut se méfier des plans marketing. Parce que finalement, on sait qu'on a une IP une fois qu'un premier succès est là, et que tout part quand même souvent de ce premier succès. Et je ne pense pas que J.K. Rowling avait envie de bâtir une IP quand elle s'est mise à écrire Harry Potter. Quand on voit que tout le monde avait refusé son projet initialement, voilà. Effectivement. Et que tout part, et heureusement d'ailleurs, d'abord de la création. Absolument, et peut-être de toujours se reposer les questions même sur les évidences, parce que souvent on se dit ah mais non mais ça c'est impossible, ou ah non mais ça a été trop fait, ou ça a été, et parfois c'est certaines évidences ou certaines choses qui paraissent trop grandes ou trop massives qui sont peut-être une bonne idée, ou une bonne idée à réinventer ou à prendre par un autre angle, donc de ne pas se mettre de barrières. Tu veux dire de ne pas se dire on a déjà essoré tel univers et on ne peut plus rien réinventer autour ? Oui, cette dernière façon, ou alors celui-ci personne n'a osé s'attaquer à cet univers-là, donc c'est qu'il y a, alors souvent c'est très problématique, mais il y a toujours une bonne façon de se reposer la question aussi, quoi. Est-ce que vous auriez une petite conclusion globale pour nous ? Elle n'est pas évidente, on a tellement abordé différents aspects entre comment on identifie une IP, comment on la développe. Peut-être de regarder les nouveaux champs de création, parce que là on a beaucoup parlé d'IP littéraires et qui sont foison et qui vont continuer
à être des succès. On voit aussi apparaître de nouveaux lieux de création. On parlait des webtoons un peu plus tôt, sur des genres nouveaux, avec de nouvelles générations de talents aussi, qui peuvent s'exprimer là, en l'occurrence sur un média purement digital, qui vont commencer à toucher leur public sous cet angle-là, sans passer par le papier, sans passer par des maisons d'édition. Et qui sont déjà, dans certains pays comme la Corée, des leviers extraordinaires de création d'IP. On les voit arriver très fortement. Donc voilà, d'ouvrir aussi nos champs de réflexion à ces nouveaux genres de création. Oui, ou sur le webtoon, en plus, ils créent déjà leur propre communauté, donc il y a une petite base. Oui, de pouvoir s'inspirer de ce qui est fait de toute façon à l'international, tout en regardant ce qui est disponible ou ce qui est fait localement, et peut-être toujours viser aussi un succès qui soit très sincère et très local, et c'est aussi comme ça qu'ils voyagent le mieux et qu'ils gagnent le plus de part de marché aussi à l'international. C'est en étant finalement très ancré, très spécifique, qui touche un peu les individualités au-delà des frontières. Et donc de garder comme base toujours la créativité et les talents avant tout, et ensuite développer par ailleurs avec toutes les équipes, comme tu l'expliquais notamment au sein de ton groupe, Caroline, mais plutôt de façon horizontale que verticale. Vous avez un mot à ajouter? Je pense qu'il reste 2 minutes si vous avez quelque chose. Oh non, hâte de voir Lucky Luke par fédération. Nous aussi, on a très hâte que vous le voyez. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames. Merci Marie. Merci Marie.